Bienvenue sur Géopolitis. C'est un pays arabe avec un président chrétien. Enfin, quand il y a un président choisi par le Parlement, un Parlement qui fonctionne. Or, dans ce pays, s'il n'y a pas de président actuellement, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'élection au Parlement depuis 2009. Et s'il n'y a pas eu d'élection possible, eh bien c'est parce que la situation politique est bloquée avec deux camps complètement opposés qui se neutralisent. Ce pays, c'est le Liban, le pays du cèdre. Au Liban, il n'y a pas grand monde dans les couloirs de l'hémicycle du Parlement, c'est vrai. Mais en revanche, il y a eu au long de cette année 2015 des tonnes d'ordures dans la rue, des montagnes de détritus qui sont le signe le plus manifeste et le plus malodorant de ce blocage institutionnel, étatique et administratif qui frappe le pays. Dans tant d'autres pays arabes, les injonctions lancées aux responsables politiques, c'était du style « dégage ». Eh bien, au Liban, c'est plutôt « dégage, tu pues ». Mais alors, comment fait donc le Liban, ou plutôt comment font les Libanais pour continuer à vivre, à survivre avec humour et optimisme? C'est la question que pose cette édition de Géopolitis. Imaginez que la France, pays de 66 millions d'âmes, soit obligée d'accueillir 15 millions de réfugiés d'un pays voisin. Ou, autre échelle de comparaison, imaginez que la Suisse, pays de 8 millions d'habitants, soit tenue à accueillir 2 millions de réfugiés. Imaginez effectivement les conséquences économiques, politiques, sociales, religieuses, culturelles que devraient assumer Paris ou Berne. Eh bien, toute proportion gardée, c'est ce que Beyrouth et le Liban doivent gérer avec plus d'1 million de réfugiés venus de la Syrie voisine. Voilà déjà une première situation d'urgence que doit vivre le pays. Mais ce n'est là qu'un problème parmi d'autres. Prenez le cas maintenant de ces ordures qui ont empoisonné la vie de centaines de milliers de Beyrouthins. Au départ, il y a un juteux contrat pour la collecte des déchets qui expire sans être renouvelé, avec des dirigeants politiques qui s'écharpent sur les conditions d'un nouveau contrat, chacun voulant avoir sa part du gâteau. Tout est là, corruption, clientélisme, népotisme, détournement d'argent. Et si la population, toutes tendances politiques ou religieuses confondues, descend dans la rue, c'est pour protester contre l'impéritie des gouvernements et la dégradation de tous les services de base, l'eau, les ordures, l'électricité, l'emploi, la santé ou encore l'éducation. Donc, rien ne marche au Liban et pourtant, la société prend sur elle-même de faire fonctionner le pays, une forme de résilience civique tout à fait unique en son genre. « 33 séances parlementaires plus tard, il n'y avait toujours pas de président de la République. Au Liban, ce sont les députés qui élisent le président, le pacte national, une entente orale entre toutes les entités religieuses et politiques. Ce pacte, qui date de l'indépendance du pays en novembre 1943, prévoit que le président est chrétien maronite, le premier ministre sunnite et le président du Parlement chiite. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la formule, l'entente, le pacte, tout cela a fonctionné en dépit des guerres, notamment de la guerre civile au Liban de 1975 à 1990. Seulement voilà, il n'y a pas eu d'élection législative depuis 16 ans. Le Parlement, du moins ce qu'il en reste, s'auto-reconduit, mais ne siège pas vraiment, ni pour voter par exemple le budget national, ni pour légiférer normalement. Et du reste, le quorum n'est jamais atteint. Pour élire le président, donc, depuis le 25 mai 2014, le pays est sans président. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Le mouvement Transparency International l'affirme en estimant que la corruption, les pots de vin et les malversations de toutes sortes représentent jusqu'à 15% du produit intérieur brut. Un exemple parmi d'autres, le secteur hospitalier, paraît-il le domaine le plus gangréné par la corruption, 25 à 30% du budget global disparaissent de la circulation. Autre secteur touché, celui de l'eau. Lors de la sécheresse de l'été 2014, 9 compagnies de distribution d'eau sur 10 vendaient des quantités de mètres cubes d'eau pour laquelle elles n'avaient aucune licence. C'est l'eau de l'État qui enrichissait quelques hommes d'affaires proches du pouvoir. On cite encore ce total de plus d'1 milliard de dollars qui échappe aux caisses des douanes libanaises. Paradoxe, alors que 7 Libanais sur 10 dans un sondage considèrent que la corruption est un sérieux problème, plus de 1 sur 2 se dit encore prêt à donner une petite enveloppe à un fonctionnaire d'un service public pourvu que ce service-là fonctionne.
Cette arrivée massive de réfugiés venus de Syrie coûterait, c'est une estimation, 7,5 milliards de dollars par an à l'économie libanaise. Avec un réfugié pour 4 habitants, le Liban est le théâtre de l'une des plus grandes concentrations de réfugiés du monde. Pour venir en aide à ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, les Nations Unies avaient besoin de 4,5 milliards de dollars. Seul 1,6 milliard a été versé pour les divers programmes onusiens. Le domaine de l'éducation des enfants résume à lui tout seul toute l'ampleur du problème. Le gouvernement libanais ouvre ses écoles aux enfants réfugiés. Ces enfants seraient au nombre de 450 000, mais il n'y a que 110 000 places. Du coup, des milliers d'enfants sont déscolarisés, désœuvrés et désocialisés. C'est là une situation difficile à gérer dans l'immédiat et qui constitue tout simplement une bombe à retardement pour les années à venir, que ce soit au Liban même ou dans l'ensemble de cette région du Proche-Orient. L'invité de Géopolitis, Malek El-Khoury, vous êtes homme d'affaires libanais, vous êtes en Suisse, vous connaissez bien la région et pour cause. J'ai une toute première question, comment font les Libanais pour assumer à la fois tout ce passé et assumer le présent? Qu'est-ce qui fait que ce peuple libanais continue à faire marcher le pays? En fait, le Liban, c'est un pays très spécial et très particulier. Depuis 4 siècles, les Libanais ont pu s'autogérer. Ouais. Ils ont toujours trouvé des formules à toutes les crises qui ont existé à l'intérieur et à l'extérieur en pression sur eux. Et Dieu sait qu'il y en a eu des crises. Et des crises, il y en a eu. Si on considère que le Liban a commencé à émerger il y a 4 siècles à peu près, avec la première institutionnalisation d'une entité libanaise, toute cette période-là a prouvé et a montré que les Libanais ont toujours trouvé plus ou moins une formule libano-libanaise à l'insu des étrangers et parfois contre les intérêts des étrangers, mais qui a permis de gérer leurs affaires, leurs propres affaires. D'autant plus que ce Liban a émergé dans la montagne. Or, la montagne libanaise, c'est une zone de refuge. Elle est difficilement accessible, c'est difficile à conquérir. Donc le Liban est né dans cette montagne protectrice d'une certaine manière. Alors vous écrivez, j'ai lu dans plusieurs de vos articles, il y a la montagne, il y a la plaine et il y a la mer. Et c'est un peu sur ces 3 piliers que repose le Liban. Effectivement, ça c'est mon point de vue, c'est une opinion que moi j'ai. Je pense que comme le Liban est né dans la montagne à elle seule ne peut pas survivre. Pour pouvoir survivre, elle a besoin d'abord de nourriture, donc elle a besoin d'une plaine qui lui fournisse sa nourriture. Et comme le pays est assez petit, il faut aussi survivre au point de vue économique. Donc il faut pouvoir exporter et vendre et s'ouvrir vers le monde. Donc il y a les habitants de la montagne qui se sont associés avec les habitants de la mer et de la plaine. Donc pour moi, cette combinaison des trois, où les trois ont, à travers ces 4 siècles d'histoire, toujours constaté que l'un sans l'autre ne peut pas exister. Donc en fait, c'est un peu comme la Suisse, si j'ose dire, c'est une alliance contre quelque chose. On reste ensemble. Alors, par principe. Effectivement. Quoi qu'il arrive. Alors effectivement, c'est une comparaison tout à fait nouvelle avec la Suisse, puisqu'on a toujours dit par cliché que le Liban était la Suisse d'Orient. Mais en fait, pour moi, c'est une idée nouvelle que j'ai rarement entendue avant. Mais cette combinaison des trois, de la plaine, de la montagne et de la mer, ont façonné ce Liban qui existe aujourd'hui. Effectivement, qui ressemble un peu aux Suisses parce qu'il n'y a pas de matière première. La seule matière première vraiment importante, c'est la matière grise, humaine. Alors, on retient bien qu'effectivement, il y a 4 siècles d'histoire et ça joue actuellement, mais actuellement, on voit bien qu'il y a des communautés qui se sont entre-déchirées, disons même entre-tuées. Et comment on fait pour vivre ensemble? D'où vient cette faculté à avoir cette résilience étonnante? Alors, de nouveau... Il y a un secret, il y a un mystère libanais là, non? Il y a un mystère. Tout le monde l'appelle le miracle libanais d'ailleurs. Ouais. Même économiquement, on parle du miracle libanais. Politiquement, on parle du miracle libanais. Marche. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un miracle. Je ne crois pas vraiment au miracle. C'est un état d'esprit? C'est un état d'esprit. Et puis surtout, on parle de communautés. Effectivement, le Liban est une zone où il y a énormément de communautés. Et toutes ces communautés doivent cohabiter dans des régions qui sont assez petites et doivent se partager les produits de la terre et les richesses qu'il y a autour, y compris les produits de l'exportation qu'il y a. Donc, ces communautés ont trouvé plus ou moins un modus vivendi à travers le temps, mais
Et ce modus vivendi s'est transformé en des systèmes politiques, des façonnements politiques. Et en fait, le Liban a toujours eu, ou presque tout le temps, plus ou moins 2 pôles politiques assez importants, où souvent les communautés étaient des 2 côtés politiques. Donc en fait, très rarement dans l'histoire du Liban, les communautés ont été politiquement monocolores. Effectivement, il y a eu des périodes, des tentatives de puissances étrangères de séparer, diviser pour régner, le principe qu'il y avait, où certaines puissances étrangères ont utilisé certaines communautés contre d'autres. Ça n'a marché que ponctuellement. Ça n'a marché que ponctuellement, ça a provoqué des drames. Et les Libanais, pour sortir de ce drame, sont sortis du carcan confessionnel pour rentrer dans un carcan politique et ont trouvé une solution politique. Et je pense qu'actuellement, nous sommes dans une nouvelle phase de ce style. Alors, Monsieur El-Khoury, vous portez un nom connu au Liban. Votre grand-père a été le premier président du Liban. Le fait qu'actuellement, le pays n'ait pas de président, on a l'impression que ça n'empêche pas les Libanais de vivre. C'est quand même un paradoxe, ça. Est-ce qu'il faut vraiment, dans l'année 2016, un président ? D'abord, est-ce qu'il y aura un président ? Si vous permettez, je veux d'abord corriger mon grand-père. C'est vrai qu'il a été président de la République, mais d'abord, il n'a pas été le premier président de la République, puisqu'il y avait des présidents avant même sous le mandat français. Oui, mais après mais par contre, ça a été un président sous lequel l'indépendance a été créée. Donc, c'est le premier président pendant lequel il y a eu l'indépendance après. Bon. Effectivement, du fait que nous n'avons pas de président aujourd'hui, c'est un problème. Mais nous n'avons pas que ce problème. Nous avons beaucoup d'autres problèmes qui sont assez complexes, qui sont assez grands, et nous aurions bien aimé avoir les problèmes que la Suisse a, si on veut. Mais les Libanais, comme je l'ai dit tout à l'heure, cherchant une solution libano-libanaise à la solution, ils se sont pris en main eux-mêmes, c'est-à-dire les populations, que ce soit de la plaine, de la montagne ou de la mer, tout ce pays-là, ils se sont pris en charge et ils ont développé des activités de la société civile. Cette société civile a créé une multitude de petites ONG. Il y en a plusieurs milliers. On parle de 20 000 à 30 000 ONG. Ça s'est substitué et qui se institutions substituent partiellement, localement ou temporellement à des activités de l'État qui gèrent l'application des lois, qui gèrent le problème des ordures, qui gèrent le problème de l'éducation, de la formation, des soins, des handicapés, de tout. Mais est-ce que c'est durable, cette solution, cette substitution à l'autorité étatique? Durable à très long terme, certainement pas. Il faut au bout d'un moment quand même une structure étatique qui permette de gérer un peu tout ça, de coordonner tout ça. D'autant plus que ces énergies de toutes ces ONG, si elles étaient coordonnées, pourraient donner quelque chose de magnifique. Malheureusement, elles sont disparates parce qu'on retrouve des mêmes ONG dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Malek El-Khoury, je vous remercie de toutes les précisions que vous nous avez apportées sur cette pérennité du Liban et sur cette résilience tout à fait exceptionnelle. Merci à vous. Je vous en prie. Il y a le cliché et puis il y a la réalité. Le cliché, entretenu pendant des décennies, c'était, vous le savez, celui d'un Liban considéré comme la Suisse du Proche-Orient. Un havre de paix, un climat de tolérance, un monde bancaire performant, une cohésion improbable et pourtant effective entre 17 communautés différentes. Bref, c'était le pays phare de la région. La réalité qui a fini par émerger, c'est que cette cohésion-là, en tout cas politique, était d'une grande fragilité, que le havre de paix était à l'épreuve quelque peu illusoire et que la tolérance n'avait pas survécu à une très coûteuse guerre civile. Le Liban était un modèle politique, oui, mais le modèle a volé en éclats. Le plus étonnant, c'est que, quoi qu'il en soit, le pays du Cèdre non seulement a survécu à l'épreuve, mais le voilà qui soutient ses voisins civils syriens, à présent eux aussi victimes d'une guerre fratricide. Une solidarité qui a valeur de modèle, c'est ça la réalité, et ce n'est pas un cliché. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions, vos commentaires sur cette édition consacrée au Liban, des vidéos, des sites internet, de la cartographie, notre séquence Vue du passé. Comment podcaster cette émission de la RTS? Vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.